Bonjour à tous, merci de votre écoute et de votre attention. Le thème de notre émission est l'homme et la nature, et plus particulièrement les limites de l'intervention de l'homme sur la nature. De ceci, nous avons déterminé une problématique. Face à l'imprévisibilité des séismes, on construit plus flexible. Quelles sont les limites de cette flexibilité? Pour y répondre, l'émission sera divisée en 3 temps. Dans un premier temps, nous parlerons de l'imprévisibilité du séisme. Dans un second temps, nous expliquerons pourquoi construit-on plus flexible. Et enfin, dans un troisième et dernier temps, nous présenterons les limites de la flexibilité. Pour commencer, la question primordiale qui apparaît est la suivante. Qu'est-ce qu'un séisme? Le séisme se caractérise alors par des secousses très violentes ou au contraire très faibles, tellement qu'elles sont négligeables. Il se caractérise également par les fissures qui se forment dans le sol, par son amplitude mesurée sur l'échelle de Richter et par les ondes qu'il émet mesurées par un sismographe. En revanche, quelles sont ses origines? Eh bien, en profondeur, dans les enveloppes terrestres, sous l'effet des contraintes, certaines roches cassent. Il y a rupture. Cette rupture dégage différents types d'ondes qui se propagent sur tout le globe terrestre, excepté certaines zones appelées zones d'ombre. Par conséquent, pour éviter des pertes humaines et trop de pertes matérielles, les géologues se sont posé la question de la prédiction du séisme. Dans l'absolu, on sait comment. Il faudrait anticiper les ruptures de roches en profondeur, d'une part, ce qui amènerait à constituer une carte présentant les caractéristiques des couches terrestres en fonction de leur fragilité, et d'autre part, en prenant compte des phénomènes tectoniques. Cependant, à l'heure d'aujourd'hui, les technologies actuelles ne le permettent pas. On recherche alors ce qu'on appelle des indices naturels, étant donné qu'on ne peut prévoir le séisme. On définit des lieux de forte sismicité en localisant les limites des plaques. A noter que le risque zéro n'existe pas et nulle part, l'homme s'est alors adapté à ces difficultés naturelles en modifiant sa manière de construire. J'accueille ici même sur notre plateau Monsieur Sinan Aloui qui nous expliquera en détail pourquoi construit-on plus flexible. Monsieur Aloui, bonjour. Bonjour. Allons droit au but. Pourquoi on construit plus flexible? Pour commencer, prenons le problème à la base. Il s'agit de prévention. Si l'on veut modifier les constructions, car voyez plutôt, la majorité des constructions dans les zones sismiques ont été réalisées avec des matériaux inappropriés et ont aussi un net problème de fondation. Par conséquent, lors d'un séisme, elles subissent des forces appelées accélération du sol. Les fondations se déplacent alors avec celle-ci et le haut du bâtiment suit avec du retard. Face à cela, il est nécessaire d'envisager des types de construction permettant de diminuer les effets du séisme sur le plan humain et matériel. D'où la construction flexible ou souple des bâtiments. Je m'explique. Étant donné les déformations provoquées par les différentes secousses, on a adopté des techniques de construction qui permettront de reporter la limite à laquelle le système casse à une limite plus éloignée. Pour cela, le système est désormais bâti à base de matériaux qui se déforment mieux. Ils sont effectivement plus souples. Pourtant, instinctivement, on construirait plus dur, plus solide. Qu'est-ce qui fait que effectivement ce n'est pas le cas? Effectivement, c'est l'étude du phénomène qui a permis de se rendre compte de cela. Pour préciser ce que j'expliquais précédemment, les accélérations de sol font déplacer les fondations et donc le bâtiment, mais avec du retard. Ce retard est dû à l'intervention d'une force, la force d'inertie, qui a un sens opposé aux accélérations du sol. Ainsi, plus la force d'inertie est importante, plus le retard de placement du sommet du bâtiment est important, et plus le matériau se déforme. La répétition de ce phénomène plusieurs fois et dans différents sens a un terme. On parle d'oscillation de la construction. Dans le cas où le bâtiment est dur, pour réemployer votre expression, ça casse à cause de la rigidité. A l'inverse, la souplesse permet de ne pas casser. On peut assimiler ça à l'image du roseau qui plie mais qui ne casse pas. Oui, je vois. Il s'agirait donc de la solution à tous les problèmes. S'il est vrai que ça répond à pas mal de soucis,
Surtout sur le plan matériel, il demeure néanmoins quelques problèmes. L'utilisation de ce type de construction, déjà, est effectivement limitée. De plus, il subsiste un phénomène qui a son importance, la résonance des ondes sismiques, mais je ne m'attarde pas sur ce point. En effet, je vous remercie, Sinan. Tout plaisir est pour moi. La transition est toute trouvée puisque c'est Benjamin Chauvet qui nous rejoint pour l'explication en détail. Monsieur Chauvet, vous êtes scientifique et expérimentateur au génie civil. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la résonance constitue-t-elle une limite à la flexibilité? Bonjour Ahmed, bonjour Sinan. Comme l'a expliqué monsieur Allo-Lewy, la flexibilité des constructions fait partie des modes de protection contre les séismes. Mais il n'en reste pas moins vrai que les bienfaits qu'apporterait un système flexible peuvent, dans certains cas, s'inverser. En effet, le phénomène de résonance intervient. Pour commencer, il est indispensable d'expliquer ce qu'est la résonance. Lorsque la fréquence d'une force excitatrice et la fréquence propre de résonance d'un système donné, appelé aussi résonateur, sont similaires, il y a amplification des mouvements dus aux forces excitatrices. On dit qu'il y a mise en résonance. Dans le cas d'un séisme, les forces excitatrices sont les ondes sismiques, S ou P, et le système qui subit est une construction. Si la fréquence des ondes sismiques est identique ou très proche de la fréquence propre d'un bâtiment, alors il y aura augmentation de l'amplitude et de la vitesse des déformations du bâtiment, et donc le bâtiment se déformera plus qu'il ne le devrait. J'aimerais, si vous me le permettez, appuyer mon explication avec un exemple concret. J'ai, ici sous mes yeux, une maquette de deux bâtiments différents. L'un flexible, constitué de murs en polycarbonate, et l'autre plus rigide, constitué de murs en acier. Si l'on applique des mouvements lents sur le support, comme pourrait le faire un séisme, on voit bien que le bâtiment en polycarbonate se déforme beaucoup plus que celui en acier. Il est mis en résonance. A contrario, si l'on excite les deux systèmes avec des mouvements rapides, on observe bien que le bâtiment rigide se déforme beaucoup plus qu'avec des mouvements lents, et on note la faible déformation du bâtiment flexible. Le bâtiment en acier entre en résonance. On retrouve le même scénario si les ondes sismiques entrent en résonance avec une couche terrestre à la surface du globe. Les ondes se retrouvent, en quelque sorte, piégées même si la fréquence propre du sol est la même que la fréquence des ondes. A fortiori, ceci induit une amplification des effets des ondes sur le sol, et donc, par suite, une amplification des accélérations du sol, et enfin, des déformations beaucoup plus fortes. À cela s'ajoute une augmentation de la durée du séisme, puisque les ondes rebondissent dans le sol. De ce fait, face à des excitations trop conséquentes, même si le bâtiment est souple, celui-ci cédera.